Bien avant les religions monothéistes, les civilisations anciennes, elles ne rédigeaient pas de dogmes, elles racontaient des histoires. Des mythes, oui. Exactement. Et en Égypte, un mythe, ce n'était pas du tout une fiction pour enfants, c'était une vérité cosmique, mais encodée dans un langage symbolique. Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'une des structures divines les plus, je pense, profondes et influentes de toute la mythologie égyptienne, la triade thébaine. Amon, Mout et Khonsu. Voilà, Amon, Mout, Khonsu. Alors, à première vue, c'est une famille, quoi. Le père, la mère, l'enfant. C'est l'image d'Épinal. C'est ça. Mais si on creuse un peu, on découvre une véritable carte de la création. C'est un guide sur l'équilibre, le temps, le renouveau, et ça résonne partout. Dans le cosmos, mais aussi dans notre propre psyché. Et il faut tout de suite évacuer une idée. Je n'ai pas une famille au sens moderne du terme. Ah non, clairement pas. On n'est pas dans un soap-opéra divin avec des histoires de voisinage. C'est bien plus profond. C'est une représentation métaphysique, une sorte de mode d'emploi de la réalité. J'aime bien cette idée de mode d'emploi. Comment est-ce qu'on passe du potentiel pur, de l'idée invisible, à quelque chose de tangible, de manifesté? C'est ça la vraie question que cette triade nous pose. C'est une excellente façon de voir les choses. Parce que cette structure en triade, en trinité, elle n'est pas unique à Thèbes d'ailleurs. Non, loin de là. Les Égyptiens semblaient obsédés par ce chiffre 3. Il y avait la triade de Memphis, avec Ptah, Sekhmet. Et Néfertum, oui. Celle d'Héliopolis aussi. Mais pourquoi ce trio? Pourquoi cette structure était-elle si fondamentale pour eux? C'est une question essentielle. Pour eux, le chiffre 3, c'était la synthèse, l'achèvement. 1, c'est le point de départ, l'unité. D'accord. 2, c'est la dualité, l'opposition, la séparation. Vous voyez, masculin-féminin, lumière-ténèbres. La tension. La tension, exactement. Et le 3, c'est le produit des deux premiers. C'est l'enfant, le résultat. C'est la manifestation qui résout cette tension. Donc chaque triade est un mini-récit de la création? En quelque sorte, oui. Une source, un agent de transformation et un résultat dynamique. La triade thébaine est simplement devenue la plus puissante parce que Thèbes est devenue la capitale religieuse et politique de l'Égypte au Nouvel Empire. Le pouvoir politique a donc propulsé cette idée philosophique au premier plan. Ça me fait penser à une sorte d'équation, presque mathématique. C'est une bonne image. Déjà tout un programme, le cachet. Comment un dieu dont la caractéristique principale est d'être invisible a-t-il pu devenir le dieu suprême? C'est tout le paradoxe qui fait sa puissance. C'est justement parce qu'il est le cachet. Un dieu avec une forme définie, disons un faucon ou un crocodile, est limité par cette forme. Il représente une fonction, une seule chose. Voilà. Alors qu'Amon, en étant invisible, inconnaissable, sans forme, il peut tout contenir. Il est le potentiel pur avant toute manifestation. C'est le silence d'où naît le son, le vide d'où émergeait la forme. C'est une idée assez vertigineuse. C'est une intuition géniale des anciens Égyptiens. L'origine de tout ce qui est visible doit, par nature, être invisible. Et cette abstraction a permis aux prêtres de Thèbes de le façonner pour légitimer le pouvoir, j'imagine. De le rendre universel. Extrêmement efficace, politiquement. Quand les pharaons de Thèbes ont unifié l'Égypte, ils ont fusionné Amon avec Ra, le dieu solaire, pour créer Amon-Ra, le roi des dieux. Le meilleur des deux mondes. Exactement, il est devenu la source divine cachée derrière le pouvoir très visible du pharaon. Le pharaon n'était plus un simple tyran, il était le garant sur terre de l'ordre cosmique, la Ma'at, qui émanait de cette source invisible. Le pouvoir était légitimé par une connexion métaphysique. La métaphore qu'on utilise souvent pour lui, c'est celle du vent. On ne le voit pas. Mais ses effets sont partout. C'est la meilleure image possible. On sent sa présence. On ne voit pas le vent, mais on voit les feuilles danser. On sent sa caresse sur la peau, on voit les vagues se former. On ne voit jamais la cause, seulement ses innombrables effets. Amon, c'est ça, une puissance insaisissable dont toute la création est la signature visible. On ne voit pas l'artiste, mais on contemple son œuvre. C'est exactement ça. C'est fascinant. Mais alors, ce potentiel pur, cette force invisible qu'est Amon, pour exister, elle a besoin d'un espace, d'un réceptacle où se manifester. J'imagine que c'est là qu'intervient le deuxième membre, Mout. Précisément. Si Amon est l'énergie pure, l'idée abstraite, Mout, elle, est le ventre cosmique. C'est le principe organisateur qui va donner une forme à cette énergie. Son nom est très clair d'ailleurs. On ne peut plus clair. Mout, ça veut dire mère. Elle est l'espace sacré,
le contenant qui permet au potentiel de devenir une réalité. Sans elle, Amon resterait une abstraction pour l'éternité, une idée sans corps. Pourtant, dans ces représentations, elle n'est pas juste une figure maternelle douce et passive. Elle est souvent montrée comme une reine puissante avec la double couronne d'Égypte. Absolument, parfois même avec une tête de lionne. Oui, Et c'est crucial, elle n'est pas juste la femme d'eux, elle est une souveraine à part entière. La double couronne, ça symbolise son pouvoir sur la haute et la basse Égypte. C'est la force qui unifie, qui maintient l'équilibre. elle a un côté féroce donc. Oui, un côté protecteur, presque guerrier. Elle est la mère qui nourrit, mais aussi la lionne qui défend farouchement sa création. Elle incarne cette dualité du féminin divin, créatrice et destructrice, nourricière et redoutable. C'est elle qui tisse la trame de la réalité. Cette idée de Mout comme contenant qui donne une structure à l'énergie d'Amun, ça me fait penser à des concepts en psychologie. Ah. Comment la conscience donne une forme à nos pulsions, à notre chaos intérieur. Est-ce que cette analogie tient la route? Elle est parfaite. D'un point de vue psychologique, Mout est l'archétype de ce que Jung appellerait la fonction d'intégration de la psyché. Elle représente l'intelligence émotionnelle, la compassion, cette capacité à accueillir nos expériences. Les bonnes comme les mauvaises. Exactement. Et à leur donner un sens. À les tisser dans l'histoire de notre vie sans être submergée. Elle est cette stabilité intérieure, cette force tranquille qui permet à notre personnalité de s'épanouir. Sans cette capacité de contenir, nos émotions nous dévasteraient, en fait. Complètement. Elle apporte la structure et le rythme. Et la métaphore qui lui est associée, c'est celle du ciel nocturne. Oui, elle est magnifique. Le ciel nocturne ne crée pas les étoiles, mais il est ce vaste espace sombre et infini qui les contient toutes, qui leur permet de briller et de former des constellations. Sans le fond noir du ciel, on ne verrait pas la lumière des étoiles. C'est ça. Mout est cet espace qui tient et relie toute chose, la matrice de la réalité. C'est une image incroyablement poétique. Bon, alors on a la source cachée infinie, Amon, et le ventre qui donne forme et structure, Mout. La logique veut qu'une fois que l'énergie a une forme, Elle se met en mouvement. voilà, et c'est le rôle de l'enfant divin, Khonshu. C'est exactement ça. Khonshu est le produit de leur union. Il est la manifestation en action. Son nom veut dire le voyageur, ce qui est une clé de lecture formidable. Le voyageur. En tant que dieu lunaire, il est le voyageur du ciel par excellence. Il traverse le ciel, il change de forme, disparaît, réapparaît. Il incarne donc le temps, le mouvement, les cycles. Et la Lune, c'est le premier calendrier de l'humanité. Donc le lien avec le temps est très direct. Très direct. Khonshu gouverne tout ce qui est cyclique. La croissance des plantes, les marées, les cycles féminins, et par extension, la vie, la mort, la renaissance. Il est le principe même du changement. Pas une force statique, mais le flux de la vie. D'où son rôle de dieu guérisseur, j'imagine. Précisément. C'est un point qui m'a intrigué. Les sources disent que ces temples étaient de véritables sanctuaires de guérison. Quel est le rapport entre un dieu lunaire et la médecine? Pour les Égyptiens, la maladie était une forme de désynchronisation. C'était un état où un individu était en quelque sorte hors du temps, en décalage avec les rythmes naturels du cosmos. Ah oui, d'accord. Guérir, ce n'était pas juste prendre une potion, c'était un rituel pour réaligner le corps et l'esprit avec les cycles cosmiques de Khonshu. Se reconnecter au rythme de la Lune, c'était se reconnecter au rythme de la vie et donc retrouver la santé. La guérison, c'était une resynchronisation. C'est une vision de la santé incroyablement moderne, finalement. Complètement. Et d'un point de vue psychologique, si Mout est la psyché qui intègre, Khonshu serait notre propre parcours de vie. Il serait notre moi en évolution. Il représente l'enfant intérieur, cette part de nous qui est curieuse, adaptable, qui apprend et change. Il symbolise nos rythmes émotionnels qui, comme la Lune, croissent et décroissent. Il nous rappelle que la vie n'est pas un état stable à atteindre. Exactement. C'est un voyage permanent, un flux. Accepter ce flux, accepter de ne pas être la même personne qu'hier, c'est rester vivant, c'est permettre le renouveau. C'est drôle cette idée du voyageur intérieur. Pour compléter notre trio de métaphores, si Amon est le vent et Meuti le ciel, Khonshu serait la rivière. La rivière, toujours en mouvement, se renouvelant sans cesse, changeant de forme, mais restant toujours elle-même. C'est l'image parfaite pour Khonshu, le voyageur. Ce qui est frappant en vous écoutant, c'est à quel point ce schéma source, forme, expression semble universel. On le retrouve un peu partout, non? Partout.
de la trinité chrétienne à la trimurti hindoue, parce qu'il décrit une grammaire fondamentale de la réalité, une structure que notre conscience reconnaît comme vraie. On peut le traduire en plusieurs langages? En psychologie, inconscient, conscience, comportement. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir ça comme une famille humaine projetée sur le divin. C'est l'inverse. C'est une équation cosmique qui nous aide à comprendre comment l'existence fonctionne. Alors, si on pousse l'analyse encore plus loin, au-delà du mythe, comment peut-on interpréter cette triade de manière plus ésotérique? On a déjà un peu effleuré la psychologie. On peut l'aborder sur plusieurs niveaux qui s'emboîtent. Au niveau spirituel, le plus pur, Amon est le divin absolu, l'inconnaissable. La source. La source au-delà de tout nom. Mout, c'est la nature, la manifestation divine, l'univers visible. Et Khonsu, Khonsu, c'est nous. Ah! C'est l'âme individuelle, l'étincelle divine qui voyage à travers la matière et le temps pour faire l'expérience de la création. Notre propre vie comme le voyage de Khonsu. Et d'un point de vue alchimique, Cette idée de transformation est au cœur de l'alchimie. c'est une grille de lecture parfaite. L'alchimie, c'est l'art de la transformation. Dans ce cadre, Amon, c'est l'esprit, la prima materia. La substance première. Indifférencié, oui. Mout, c'est le vaisseau, l'athanor de l'alchimiste, le creuset où la transformation s'opère. Et Khonsu, C'est la transformation elle-même, le processus, l'œuvre qui mène la matière brute vers l'illumination. Esprit, vaisseau, transformation. c'est d'une richesse incroyable. Tout ça nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Quelles leçons concrètes peut-on tirer de ce mythe millénaire dans notre monde qui semble si éloigné de Thèbes? Je pense que les leçons sont plus pertinentes que jamais. Notre société est obsédée par ce qui est visible, mesurable, immédiat. La productivité, les likes, Le succès affiché. voilà. La triade nous offre un contre-modèle radical. D'abord, avec Amon, elle nous enseigne que la source de toute chose est cachée. Ce qui a le plus de valeur, l'amour, l'inspiration, la conscience, c'est invisible. Il faut apprendre à respecter ce qui ne se voit pas. Ce qui va à l'encontre de toute notre culture de l'image. Totalement. Deuxièmement, Mout nous rappelle que la création exige un équilibre, un contenant. L'action pure, disons le principe masculin, sans la structure, le soin, la patience, ça mène au chaos, À l'épuisement. à l'épuisement. Elle nous dit que le soin, l'attention, le fait de tenir l'espace pour que quelque chose puisse grandir, ce sont des forces créatrices immensément puissantes. Et enfin, Khonsu. Khonsu nous réconcilie avec le changement. Dans un monde qui cherche la sécurité et la permanence à tout prix, il nous rappelle que la vie est un cycle. Le temps apporte le renouveau. Il y a des phases de croissance et de déclin. Et les deux sont nécessaires. Ne pas être au sommet de sa forme, ce n'est pas un échec, c'est une phase de la Lune. Et une nouvelle Lune viendra. Ces mythes ne sont pas primitifs. Ils sont d'une sagesse psychologique et écologique vertigineuse. Pour résumer de manière un peu poétique, on pourrait dire qu'Amun, c'est l'inspiration silencieuse, Mout, c'est l'atelier où l'on accueille cette inspiration, où le projet prend corps, et Khonsu, c'est le voyage de la création elle-même, avec ses hauts et ses bas. C'est une excellente synthèse. Ensemble, ils nous disent que créer, c'est faire collaborer des forces en harmonie. C'est ça. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à emporter. Si ce modèle, source invisible, Amon, contenant qui donne forme, Mout et mouvement cyclique, Khonsu, si c'est vraiment une équation universelle de la création, où est-ce qu'on peut l'observer dans nos propres vies, là, maintenant? Que ce soit dans un projet, une relation, ou même dans le simple flux de nos pensées. Où peut-on reconnaître l'interaction de ces trois forces fondamentales au travail?